Oh cool. Donc bonjour à tous, je suis Alain Thiemblot, je suis lead dev chez Bleu-Lacar et je m'occupe principalement de la sécurité. Donc je vais essayer d'y aller, mais ça n'a pas l'air terrible. Donc je vous ai dit qui j'étais. Mon boulot, en gros, pour ceux qui se demandent, c'est de faire en sorte que l'argent des conducteurs, puisque chez Bleu-Lacar on a des conducteurs et des passagers, et les passagers payent les conducteurs pour aller de Paris à Bordeaux. Et donc, l'argent que le conducteur reçoit est sur leur compte Bleu-Lacar. Et mon but, c'est de faire en sorte que leur argent reste sur leur compte jusqu'à ce que ce soit eux qui le récupèrent. Et pas un petit hacker russe ou un visiteur quelconque. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux sujets. Ça va être les téléphones mobiles, le multi-factor authentication, et le scrapping, donc les robots qui récupèrent qui se constituent des bases de données qui seront utilisées plus tard pour du phishing et autres. Donc, voyons voir si vous voulez faire en sorte si vous voulez installer sur votre site du multifactor, comment ça se passe. Vous connaissez tous le principe. Grosso modo, l'idée c'est en plus de rentrer un mot de passe, un login et un mot de passe, recevoir un code par SMS pour les actions sensibles sur votre compte, notamment sur votre banque. Ça va être lorsque vous voulez faire un virement, ou chez Bleu-Lacar, ça va être si vous voulez changer votre IBAN, etc. Donc, la première chose qu'il faut faire quand on met en place ce système, c'est déjà protéger le changement de profil. Parce que si, par exemple, vous êtes en mesure de changer le numéro de téléphone sur votre profil dès que vous êtes connecté, le multifactor n'a plus aucun intérêt, puisque n'importe qui pourrait changer derrière l'IBAN et donc changer le numéro de téléphone, recevoir un code sur son nouveau numéro de téléphone, et il n'y a aucun intérêt. Du coup, pour se protéger de ça, il faut utiliser du multi-factor authentication, c'est-à-dire utiliser un autre facteur, par exemple. Allô la régie? Ouais. Par exemple, les emails. Et donc, si par exemple vous voulez changer votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un mail avec un code dedans, et donc vous allez récupérer ce code dans vos mails et le rentrer pour changer de téléphone. Alors, c'est pas super fiable, dans le sens où, généralement, si un hacker a réussi à se connecter à votre compte pour changer votre profil, il y a de grandes chances que le mot de passe serve aussi à consulter les mails. Donc, envoyer un petit message à l'ancien numéro de téléphone juste au cas où ça peut servir, sachant qu'en cas de conflit, après, il pourrait y avoir intervention manuelle de la part du support. Le deuxième point, c'est protéger les petits formulaires qui permettent de rentrer le code, puisque rentrer les 10 000 possibilités, ça prend environ 2 minutes, avec un bon crawler, donc il faut penser à protéger ce genre de page contre le flood. Pour ça, rien de trop méchant. Compter en fait un nombre d'essais et ensuite faire en sorte que le code soit totalement invalidé. Et à ce moment-là, après 5-10 essais, on ne pourrait plus faire on ne pourrait plus tenter d'utiliser le code. Enfin, on continue avec un autre. Là, c'est pas vraiment une protection pour votre membre, c'est une protection pour votre business. Étant donné qu'un SMS, on va dire que ça coûte environ 3 centimes. Si vous laissez un hacker ou quelqu'un qui vous veut du mal, un concurrent, ou n'importe qui, envoyer 1 million de SMS ou 1 million de fois cliquer sur Resend, évidemment, ça risque de coûter cher à la fin du mois. Donc, la protection contre ça, c'est bien sûr de limiter l'utilisation de ce bouton et de manière générale, en fait, de limiter l'envoi d'un SMS à un même numéro par jour. Par exemple, envoyer maximum 10 SMS à un même numéro. Ensuite, il faut se méfier parce que les disposable phone numbers existent. Donc le principe, c'est comme les emails jetables avec Yopmail et compagnie. Ça existe également pour le numéro de téléphone. Ça s'appelle là en l'occurrence receiveSMS.com. Il y en a d'autres. Et grosso modo, ça supporte pas mal de pays. Et du coup, on se retrouve avec un hacker, quand il va changer de numéro de téléphone pour mettre le sien, il ne mettra pas le sien, ce serait trop facile. Il va mettre un de ses numéros jetables. Donc il y a quelques protections qui existent.
Donc nous, chez Blacard, on utilise Nexmo. Et en gros, c'est une API qui va permettre de savoir si le numéro de téléphone appartient à un opérateur type Orange, SFR, etc. Ou si c'est un provider un peu bizarre, il vous le dira également. Donc ça peut permettre, en l'occurrence, si vous faites du multifactor authentication pour protéger des données bancaires, c'est totalement indispensable de vérifier que le numéro est valide. Ensuite, on peut spoofer le sender ID d'un SMS. Donc en fait, le sender ID, c'est un petit peu comme le from dans un mail. Si vous vous souvenez, il y a 15 ans, on s'amusait tous à changer le from pour envoyer un mail de la part de Barack Obama ou Jacques Chirac. Enfin, c'est plus de notre génération, mais bon, bref. Et on peut faire exactement la même chose avec les SMS, c'est-à-dire se faire passer pour ODrive, Blablacar, Canal+, et envoyer un SMS de la part de l'entreprise. Et comme généralement, les gens, quand ils voient ce numéro-là, ils vont pas douter en fait qu'on puisse faire ça. Ils vont vraiment penser que le SMS vient de vous. Donc avec un petit peu de social engineering, on peut arriver à ce genre de manipulation. Donc pour se protéger contre ça, même si votre team produit va un petit peu crier, c'est de laisser en fait l'opérateur qui est chargé d'envoyer vos messages choisir un numéro et utiliser un numéro plus ou moins aléatoire, puisqu'en fait, ça ne va pas changer grand-chose au niveau du SMS, c'est juste que votre membre sera quand même plus méfiant s'il voit un numéro un peu bizarre qui lui demande une action qui n'est pas tout à fait naturelle. C'est juste voilà, alors, lui mettre la puce à l'oreille de manière plus facile. Et puisqu'on parle du sujet, le social engineering, c'est quand même assez simple à comprendre. Grosso modo, c'est oh salut, il y a mon chat, il a écrit sur le clavier une mauvaise touche et du coup, je me suis retrouvé à enregistrer mon compte chez Blablacar avec ton numéro de téléphone. Il faudrait que tu m'envoies le code parce que sinon, je suis coincé. Le problème, c'est que c'était en fait un hacker qui voulait changer l'IBAN et qui donc obtient son code de manière totalement de cette manière-là. Et donc, la protection contre ça, c'est de contextualiser les SMS, ce qui enlève le doute à votre client. Du coup, en l'occurrence, ce ne serait pas votre code est lit, mais ce serait votre code pour changer votre IBAN est lit. Voilà, on a fini avec le two-factor authentication. On va parler maintenant d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est le scraping. C'est un sujet qui est très à la mode parce qu'il y a pas mal de sites web qui se font on reçoit tous des mails, enfin, si vous avez Google, c'est dans vos spams, mais pas mal de mails avec des faux sites, mais des vraies données, et en fait, c'est des scrapers qui sont là pour récupérer. Donc, ils vont crawler vos sites web, récupérer des informations, en l'occurrence, pour Blablacar, ils vont récupérer tous nos trips, tous nos passagers, ils vont se constituer une base de données, soit ils vont la revendre derrière, soit ils vont l'utiliser pour faire des sites de phishing. Pour des boutiques, ça peut être problématique, puisque les catalogues de produits avec les descriptions et les photos coûtent cher, et du coup, se faire voler ces produits, ça peut aussi constituer des bases de données sur le black market. Donc, il n'y a pas de protection évidente pour se protéger contre le scraping. Ça dépend vraiment de votre site, évidemment. Si vous avez un back-office ou si vous avez un site web front, une boutique, si vous avez un site de trajet, ça ne va pas être la même protection. Ça dépend vraiment du coup, ça va être à vous de définir un petit peu de stratégie. Il y a quand même un point important, c'est que votre robot va être beaucoup plus productif qu'un humain, et donc c'est ça qu'on peut exploiter. Donc la première chose, ça va être donc de tester. Donc on a plusieurs règles. On va pouvoir tester et constituer une liste de règles et savoir si elles sont oui ou non respectées ou non. En fait, si on passe ou si on pense que c'est un crawler. Donc là, le but, bien sûr, derrière, ça va être de scorer. Donc la première règle qu'on peut tester, c'est le nombre de sessions par IP. Je crois, je ne sais plus. Ouais, c'est bien celui-là. Petit doute dans l'ordre des slides. Du coup, l'idée, c'est qu'une IP est censée identifier une seule connexion. Donc, est-ce que c'est normal qu'on ait 3000 connexions sur la même IP ? Ça peut être le cas si, par exemple, vous êtes chez Blablacar tous dans le même bureau avec un back-office qui est à l'extérieur. À ce moment-là, on va tous avoir la même IP et des sessions différentes. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais dans la plupart des cas,
c'est quand même bizarre. On peut déjà scorer en fonction du temps si on a plus de n connexions, enfin sessions sur la même IP, avoir un doute. La deuxième, elle est beaucoup plus facile, c'est de compter le nombre de visites par session. Donc si on a une session identifie un navigateur. Donc si on a 60 visites en 60 secondes avec un seul navigateur, c'est balèze le mec, c'est clair. Ensuite, on a les proxys. Voilà. Les proxys, en fait, c'est si votre scrapper veut bypasser les deux premières règles. Il va utiliser des proxys, puisque son IP, comme ça, elle va changer. Et du coup, session par IP, il passera au travers. Et puis, pareil pour nombre de visites par session. Mais le problème des proxys, c'est que ça laisse des traces. C'est quand même très rare de trouver des high anonymous proxies. Ça laisse des traces dans les headers. Là, j'en ai mis une liste exhaustive. Alors, j'ai mis une liste en PHP parce que j'ai fait beaucoup cette conf en PHP. Et du coup, faut regarder. Mais en fait, c'est la transcription des headers HTTP en PHP. Donc, vous avez la liste de toute façon sur Internet qui permet de détecter des proxys. Pourquoi un high anonymous proxy est rare? Généralement, c'est un virus, tout simplement. Et du coup, trouver des ordinateurs infectés, c'est pas évident, c'est pas stable. Du coup, les high anonymous proxies sont rares. Une autre protection que j'aime beaucoup, enfin une autre règle plutôt qui peut vous permettre de définir si vous êtes en face d'un scrapper ou non, c'est de tester une image. Donc là, en l'occurrence, c'est une mauvaise image parce que c'est un logo, et un logo, c'est gros. Et en l'occurrence, votre image, il ne faut pas qu'elle soit en cache, sinon, comme on joue sur le rechargement de cette image, ça ne marche pas. Mais bon, peu importe, au moins vous avez l'exemple. L'idée, c'est de compter, c'est une image qui est en fait un script PHP, et le but, ça va être de compter les visites sur l'image et les visites sur la page, et de comparer, et s'il n'y a que des visites sur la page, c'est sûrement que c'est un scrapper. Parce que l'idée, c'est que le scrapper ne va pas télécharger les images. C'est coûteux en temps, c'est coûteux en bande passante, et du coup, généralement, il va uniquement se contenter de récupérer votre page web et l'analyser pour récupérer les données dessus. Donc les images, ça peut être un bon point. Ensuite, une autre règle qui est très efficace, c'est le JavaScript. C'est ce qu'utilise Google No Captcha, si vous connaissez. Bon, je pense que vous connaissez. Et grosso modo, l'idée, ça va être de faire un petit check en JavaScript. Donc, faites pas un truc aussi simple que ça, évidemment, parce que votre scrapper va le voir et puis il va pouvoir le simuler. Mais le JavaScript, généralement, c'est pas mal parce que quand on crawl une page, on n'exécute pas le JavaScript qu'il y a dessus. Donc avec un petit algo un peu complexe en JS, minifié et tout, on peut arriver à bien bloquer un scrapper. Donc, une fois qu'on a toutes ces règles et qu'on a validé si oui ou non il passe ou il passe pas, il faut scorer. Donc on a plusieurs méthodes de scoring. La première, qui est la plus naturelle, c'est de compter l'ensemble des règles qui ne sont pas passées, et puis si on estime que c'est un scrapper, en fonction de nos magic numbers, à ce moment-là, on le bloque. Une autre possibilité, c'est de définir un niveau pour chaque test. Par exemple, session par IP, on peut définir que c'est un niveau assez faible parce qu'il y a des chances que ce soit une IP qui est partagée. IP par session, c'est un niveau... l'idée, c'est voilà, de voir le nombre de règles qui passent et qui ne passent pas, et mettre un poids dessus, et donner accès aux fonctionnalités de notre site en fonction du niveau que la personne a passé. Donc ça peut être assez efficace. Qu'est-ce qu'on fait quand un utilisateur doit être bloqué? C'est le dernier point. On peut lui mettre un petit captcha. Là, je pense qu'il n'y a que les robots qui pourront passer, mais bon. C'est, on va dire, le plus courant, en fait, le captcha. Ou le no captcha, d'ailleurs. Et j'avais discuté avec des mecs des pages jaunes, et ils avaient une idée qui était plutôt sympa. Ils se sont aperçus que quand ils bloquaient, en fait, leur crawler par des captchas, les crawlers utilisaient toujours des nouvelles stratégies pour bypasser tout ça.
Et du coup, ils se sont aperçus qu'en mettant les crawlers, en les détectant et en les mettant dans des sandbox extrêmement lentes, certes, les crawlers avaient quand même des données, mais beaucoup moins rapidement, et ils détournaient moins les règles de détection. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ?